Déjà, merci pour votre, pour votre participation. Donc, je me présente, donc, je suis Guillaume Audet, je suis le directeur adjoint de la MSA 1 Rhône. Et donc, je suis entouré de plusieurs personnes qui vont intervenir donc, au fur et à mesure de la petite heure qu'on va passer ensemble. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bon. Donc, voilà, l'objectif, hein, c'est effectivement là, juste avant le début des vendanges, de faire un point sur plusieurs aspects. Déjà, Blandine donc, vous présentera la déclaration et puis toute la gestion de vos saisonniers avec le service TESA. Certains d'entre vous sont certainement habitués à l'utiliser, mais enfin habitués, l'ont déjà utilisé en tout cas les autres années. Mais on va refaire un point sur cet outil. Ensuite, Chantal donc interviendra pour faire un focus sur l'entraide. Elle vous expliquera ce qui est toléré, on va dire, et ce qu'on vous déconseille de faire. Également, Chantal interviendra sur les bons réflexes en cas en cas d'accident du travail. Ça peut arriver sur cette activité. Et puis, pour terminer, Estelle interviendra sur toutes les mesures, enfin tout ce qu'on peut vous conseiller en matière de prévention des risques professionnels au sein de votre entreprise. Peut-être avant de commencer sur le TESA, vous vous rappelez hein, que c'est un outil effectivement qu'on vous met à disposition et qui est gratuit, que les MSA donc, mettent à disposition pour des employeurs plutôt occasionnels. Et donc, bah, c'est vrai que ça évite d'avoir son propre logiciel de paye ou d'être obligé de se tourner vers un centre de gestion pour la paye des salariés. Donc c'est forcément c'est un outil voilà ça reste un outil qui prend en compte effectivement toute la partie administration et toute la partie législation qui est parfois faut le reconnaître un petit peu complexe. Voilà, mais en tout cas nos élus puisqu'on est un organisme mutualiste hein, font tout effectivement auprès de l'État pour que ça soit le moins compliqué possible, on va dire. Donc voilà, donc on va refaire un point pour bien tout vous détailler. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interpeller. Et si vous avez une situation plutôt individuelle, n'hésitez pas plutôt enfin, si c'est votre question, elle porte uniquement sur votre exploitation et vous avez besoin de réponses, n'hésitez pas à la fin de la réunion à rester connecté et à nous le dire. Et puis, on prendra vos coordonnées, on vous rappellera pour qu'on puisse vous éclairer. Allez, eh ben, écoutez, je vous laisse prendre la main dans ce cas-là, Blandine, sur le service TESA. Bonjour tout le monde déjà. Et oui, je vais vous présenter comment déclarer vos salariés saisonniers avec le TESA simplifié. Donc, si vous n'avez jamais utilisé ce téléservice, vous devez aller dans votre espace privé et choisir le téléservice TESA simplifié. Et lors de votre première connexion, vous devrez déclarer la convention collective. Donc, à titre d'information, on a mis celle de la convention collective de la production agricole qui a le code 7024. Vous devez également déclarer la caisse de retraite complémentaire pour vos salariés ainsi que son adresse. Donc, depuis plusieurs années, c'est l'organisme Agrica qui est l'organisme qui gère les retraites complémentaires des salariés agricoles. Donc, on vous a remis également sur le PowerPoint l'adresse de cet organisme. Voilà, ces deux déclarations, vous les faites lorsque vous vous connectez pour la première fois au téléservice. Si vous voulez modifier ensuite ces données, vous pourrez toujours les modifier dans le bloc autre. Excusez-moi, Blandine, je vais juste vous interrompre 2 petites minutes. Excusez-moi, j'ai oublié de préciser quelque chose dans mon introduction. On enregistre cette réunion. L'objectif, c'est de la mettre à disposition de ceux qui n'auraient pas pu participer, soit à nos réunions, les réunions prévenances qu'on a organisées, notamment dans le Beaujolais, ou ceux qui ne pouvaient pas, ou dans le budget, et ceux qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un d'entre vous s'oppose à ce qu'il y ait cet enregistrement? Voilà, en tout cas, je tenais à vous le préciser, ça a son importance. Non, bien, bah, écoutez, je maintiens l'enregistrement et on continue, Blandine, excusez-moi. Merci. Souci. Donc voilà, ces deux données, vous les déclarez lorsque vous vous connectez pour la première fois au téléservice. Si vous avez besoin de modifier ces informations, vous pourrez les modifier dans le bloc Autres informations, Gérer mon établissement.
Et là, une évolution de cette année, depuis cette année, vous devez également déclarer votre assujettissement à la taxe d'apprentissage. Et là, c'est une déclaration que vous devrez faire chaque année. Donc, chaque année, à chaque fois que vous vous connecterez pour la première fois, vous devrez indiquer si vous êtes assujetti à la taxe d'apprentissage ou pas. Si vous ne savez pas si vous êtes assujetti à cette taxe ou pas, vous pouvez toujours vous référer au site de la DGFiP via le lien qui est présent dans le PowerPoint. Et à titre d'information, si vous êtes à l'impôt sur le revenu dans la catégorie DBA, vous n'êtes pas assujetti parce que ces entreprises ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage. Est-ce que c'est bon pour ces deux premiers diapos? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans les commentaires, soit de lever la main, soit d'intervenir directement. Donc, s'il n'y a rien, je poursuis la présentation avec la déclaration préalable à l'embauche. Donc là, on voit que les principaux points d'attention à ne pas oublier. Donc, au niveau de la déclaration préalable à l'embauche, vous allez devoir déclarer la catégorie socio-professionnelle de votre salarié. À plusieurs endroits, quand vous allez faire vos déclarations, sous les libellés des cases à compléter, vous allez avoir des mots, des phrases écrites en bleu. Si vous les sélectionnez, vous allez avoir un document ou une page web qui va s'ouvrir. Et voilà, c'est des informations qui vous permettent, qui vous aident à compléter la case. Donc là, pour la catégorie socio-professionnelle, vous avez un lien qui vous renvoie vers le site de l'INSEE, qui vous récapitule toutes les catégories socio-professionnelles des salariés. Et à titre d'information, la 691D est celle concernant les ouvriers de la viticulture ou de l'arboriculture fruitière. On vous met également les paliers et les différents coefficients hiérarchiques qui existent pour la convention collective 70-24, puisque c'est deux données que vous devrez déclarer sur vos déclarations préalables à l'embauche. Vous devrez également indiquer sur la déclaration préalable à l'embauche si vous versez d'autres rémunérations, d'autres types d'éléments de rémunération à votre salarié. Donc ici, vous pouvez indiquer les primes paniers notamment, mais si vous facturez les repas à vos salariés, ce n'est pas un élément de rémunération, donc vous ne devez pas l'indiquer à cet endroit. Vous devrez également déclarer sur la déclaration préalable à l'embauche la durée légale du travail dans votre établissement. Donc, à titre d'information, la durée légale de travail en France est de 35 heures hebdomadaires. Et vous devrez également choisir le motif de recours à votre CDD. Donc, attention, certains CDD, motifs de recours CDD n'ouvrent pas droit au dispositif d'exonération travailleur occasionnel, mais contrat vendange, contrat saisonnier, c'est deux contrats qui ouvrent droit à ce dispositif. Donc, c'est bien sûr la déclaration préalable à l'embauche où vous pourrez demander le bénéfice de l'exonération travailleur occasionnel, donc à ne pas oublier si vous voulez en bénéficier. Vous déclarez aussi la date de fin de contrat si vous la connaissez. Si vous la connaissez, donc vous cochez oui, vous indiquerez la fin de contrat et vous pourrez renouveler le contrat dans le téléservice, mais il faudra bien le faire. Ce sera possible que si vous le faites avant la fin d'embauche. Si vous ne connaissez pas la date de fin de contrat, vous indiquerez non et vous devrez indiquer la durée minimale du CDD. Vous devrez également, dans tous les cas, indiquer la durée de la période d'essai. Et à titre d'information, la Convention collective nationale 70-24 prévoit 1 jour de période d'essai par semaine travaillée. Au niveau de la déclaration des salariés, donc, si vous avez déjà embauché la personne, vous pourrez faire une recherche avec son nom ou son numéro de sécurité sociale, ce qui vous évitera de ressaisir toutes ces données d'état civil. Si vous ne le connaissez pas, vous devrez saisir toutes les données d'état civil et pour tous les salariés de nationalité française, vous serez obligé d'indiquer son numéro de sécurité sociale. Donc, si vous ne l'indiquez pas, de toute façon, vous serez bloqué, vous serez obligé de le déclarer. Et attention, pour les salariés qui sont mineurs, ne faites pas la déclaration avec le numéro de sécurité sociale du parent, l'un des deux parents. Ah, apparemment, il y a une question. Martineau a une question. Oui. Oui, ça rejoint les deux affirmations que vous venez de faire. Moi, j'emploie des Français. Oui. L'année dernière, il y en avait un qui n'a pas de numéro de sécurité sociale. C'est des gens du voyage, ils ne sont pas du tout branchés là-dessus. Et du coup, j'ai du mal. Et quand j'avais une fille aussi qui était sur le numéro de sa mère, donc je ne sais pas comment faire.
Alors, toutes les personnes ont un numéro de sécurité sociale. Donc, ceux qui sont, voilà, les gens du voyage qui n'auraient peut-être pas trop l'habitude, ils doivent quand même avoir une couverture santé. Donc, soit MSA, soit CEPAM. Donc, dans ce cas-là, ils peuvent demander leur attestation de droit. C'est très facile, c'est très simple. Et dessus, ils retrouveront leur numéro de sécurité sociale. Il faut que je le fasse pour eux, faut que je le fasse pour lui. Alors comment il faut faire? Il faut qu'ils se connectent à leur espace privé, donc soit MSA, Ils soit n'ont pas de CEPAM. PC, ils parlent à peine français et pourtant ils sont français. Et ils n'ont pas de leur carte vitale, rien? Ah non, ils ont pas. Il y en a un qui avait pas de carte vitale, il savait pas. Bah, Alors, normalement, voilà, c'est obligatoire. Ah oui, Donc, mais je sais bien, c'est normalement, mais eux, ils vont à l'hôpital, ils se pointent, on les soigne quand même. oui, on comprend, Je sais pas mais comment le gérer. Je savais pas oui, je comment le comprends. gérer, Ouais. cette personne. Ouais, on comprend. Alors, il y a plusieurs, effectivement, soit on peut le retrouver, ce numéro, sur la carte vitale, mais là, je comprends non, que ces personnes-là les ont pas. Deuxième chose, c'est une attestation vitale. Parfois, ils ont ce document-là, voilà. Et autrement, c'est possible de le télécharger sur le site de l'assurance maladie en direct, hein, ou sur le site de la MSA si c'est des personnes qui sont affiliées à la MSA. Mais faut-il avoir un accès, un compte, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment le numéro de sécurité sociale, on peut vraiment pas faire sans, quoi. Bah, Faut avant, on vraiment. pouvait, hein, c'est pas si vieux, hein, l'année dernière, jusqu'en 2025, on pouvait sans problème. Donc là, ça a changé, et maintenant, moi, je suis dans une impasse avec une personne ou deux, quoi. et elle est bien de nationalité française, parce que si elle Bien n'est pas de sûr. nationalité française, Ah non, voilà, non, ils c'est sont de obligé. nationalité française, ils ont des cartes sont de nationalité française, bien sûr. Ouais, ouais, je comprends, Je ne veux pas mais être le seul dans ce cas-là, hein. Il faut vraiment qu'ils voient, alors s'ils relèvent du régime agricole, qu'ils nous contactent, et nous, on pourra toujours leur transmettre leur attestation, Non, mais ils et travaillent qu'un avec jour. quoi vous. Ils Donc, travaillent 2 semaines par an, donc ils sont affiliés à je sais pas où, mais. peut-être à la MSA, hein, s'ils ont travaillé uniquement au régime agricole, c'est possible, même si c'est 2 semaines par an, hein. Alors comment je peux la retrouver? Vous restez avec nous à la fin de la Enfin, ouais. réunion. Et comme ça, on va regarder ça. Si on le retrouve facilement dans nos bases, ce problème-là sera réglé, quoi. Et puis pour les enfants qui sont, enfin les jeunes qui sont sur la carte de leur mère ou de leur père, on fait comment? alors, ils sont quand même à partir de 16 ans, toutes les personnes ont reçoivent une carte vitale. Et si voilà, s'ils l'ont pas, leur numéro, généralement, est aussi sur les cartes mutuelles des parents quand ils sont encore sur la couverture mutuelle de leurs parents. Ou pareil, ils peuvent sur soit la MSA, soit la CEPAM demander leur attestation. Mais voilà, ils ont tous un numéro de sécurité sociale. Il faut surtout Et pas ça, faire c'est la valable déclaration. aussi pour les petits jeunes qu'on embauche du coin. Ils ont souvent leur numéro, le numéro, même s'ils ont 18 ans, ils ont le numéro des parents et ils n'ont pas leur numéro eux-mêmes, hein. Non, non, bah, ils ont bien leur carte vitale. À 16 ans? 18 ans, oui, à partir de 16 ans. Bah, les miens qui ont une vingtaine d'années, je me rappelle pas qu'ils aient reçu une carte vitale à 16 ans, mais bon, ils Alors, étaient sur leur depuis numéro combien d'années? de Si, ma si, femme vraiment, pendant des aujourd'hui, années. c'est ce qui se passe. Ils vont peut-être pas forcément arriver vers vous avec la carte vitale, mais ils ont un numéro de sécurité sociale et ils ont une carte vitale qui leur a été délivrée. Ouais. On Mm. fonctionne Les comme ça. enfants ont une vingtaine d'années, ils étaient sur le numéro de ma femme pendant des années, hein. Je sais pas. Pour les droits santé, ou la mutuelle, oui, généralement, sur la carte mutuelle, vous retrouverez le numéro des enfants. Ok, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup? Pour le moment, j'en vois pas et il n'y a pas de mal-oui. Bon, bah, alors, je continue. Lorsque vous avez fini de saisir toutes les données de votre déclaration préalable à l'embauche, vous allez avoir accès à un récapitulatif. Si vous constatez qu'il y a des anomalies ou vous voulez corriger certaines données, vous pourrez toujours le faire en utilisant la touche précédente en bas ou alors les petits crayons qui sont à côté de chaque bloc. Par contre, n'utilisez pas la touche précédente de votre navigateur parce que notre téléservice ne l'apprécie pas forcément. Et si tout est OK, vous pouvez envoyer votre déclaration préalable à l'embauche. Oui, il y a Je une ne sais pas question. si M. Martinin a oublié de baisser sa main ou s'il a une nouvelle question. Non, mais justement, je voulais la baisser, mais je sais pas comment faire. Ah, D'accord. bon, bah, c'est pas grave. C'est bon, Réintervenez là? si vous n'arrivez C'est pas. bon. C'est bon? Merci. Oui, oui, c'est bon, merci. Alors, une fois que vous avez envoyé votre DPAE, vous avez accès directement au contrat de travail du salarié. Ce contrat devra être signé par votre salarié avant le début du travail.
Vous aurez accès à un bouton qui s'appelle réutiliser cette DPAE. Ça vous permet de copier les caractéristiques du contrat que vous venez de faire pour un autre contrat, ce qui vous évitera de tout ressaisir manuellement. Et vous pourrez aussi accéder à notre téléservice de dépôt de documents si besoin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la déclaration préalable à l'embauche? On n'en voit pas. Du coup, je vous propose de continuer avec le bulletin de salaire. Pour réaliser les bulletins de salaire avec le TESA simplifié, vous accédez au bloc déclaration sociale nominative, envoyer ma DSN. Au niveau du bulletin de salaire, vous devrez déclarer le nombre de jours travaillés, le nombre de jours d'absence non payés. Il y a un contrôle qui est fait sur ces deux données. Il faut que le cumul des deux soit au moins égal au nombre de jours ouvrés de la période du bulletin de salaire. Donc, si votre salarié fait 2 semaines du lundi au dimanche, il faut que le cumul des deux soit au moins égal à 10 jours. Sur le bulletin de salaire, vous devez bien indiquer si le contrat est toujours en cours ou si c'est une fin de contrat. Et n'oubliez pas d'indiquer la fin de contrat quand voilà, c'est effectivement une fin de contrat. Pour les repas de vos saisonniers, si vous facturez les repas, vous devrez déclarer les montants facturés dans le bloc Ajouter d'autres éléments en cochant la case Retenue sur salaire, en indiquant libellé repas et dans la case d'à côté le montant des repas. Si vous fournissez gratuitement les repas aux salariés ou si vous versez des primes paniers à vos salariés, nous avons des fiches pratiques qui sont en ligne et qui vous expliqueront comment réaliser ces deux types de déclarations. Est-ce que vous avez des questions? Tout est bon, je continue. Donc, une fois que vous avez complété toutes vos données pour les bulletins de salaire, vous aurez accès. Une main levée. Ah, et une main levée. Excusez-moi, oui, par rapport au repas, est-ce que vous avez le montant des repas? Oui, alors normalement, c'est dans le guide d'ODG, mais pour une journée, normalement, c'est 20,66 € et pour le midi, 10,88 €. 10,88 la demi. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment. Alors, je finis le bulletin de salaire. Une fois que vous avez validé votre bulletin de salaire, vous avez accès aux documents immédiatement. Et évolution de cette année, l'attestation France Travail, donc quand c'est une fin de contrat, n'est plus produit par la MSA, elle est produite directement par France Travail. Donc, il y a un petit délai entre la transmission. Donc, nous, on leur transmet les données, eux nous retournent l'attestation France Travail. Donc, vous l'aurez généralement au plus tard dans les 3 jours après l'envoi de votre bulletin de salaire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Là, juste une précision hein, sur cette partie-là. C'est clair qu'on a bien conscience que ça rajoute une contrainte, hein, puisque vous ne pouvez pas éditer les documents en instantané, qu'il faut attendre 3 jours, revenir vers le saisonnier. C'est une évolution qui a été souhaitée par France Travail et souhaitée par l'État pour limiter et éviter un maximum de fraude, puisque avec une attestation France Travail, vous vous doutez bien qu'on peut obtenir pas mal de choses. Mais bon, c'est contraignant pour vous, hein. Donc, ce que conseillait une administratrice et qui est aussi viticultrice et donc qui est utilisatrice du TESA, qui s'est bien aperçue depuis quelques mois de cette évolution, ce qu'elle conseille, c'est de se connecter, de regarder 3 jours après. Pas, voilà, parce que c'est jusqu'à 3 jours, mais si vous vous connectez au bout d'un jour, 2 jours, et puis que c'est pas mis à disposition, ça peut toujours être agaçant, et puis en même temps, c'est une perte de temps. Donc autant attendre 3 jours. La deuxième chose qu'elle conseillait, c'était de prévenir les saisonniers dès l'embauche que le document France Travail sera disponible 3 jours après la fin du contrat. Et ce qu'elle conseillait, c'est de les envoyer par mail, ces documents-là, parce que c'est 8 pages. Donc, s'il faut imprimer et envoyer en plus à des saisonniers pour qui parfois l'adresse n'est pas totalement fixe. Donc, plutôt les envoyer par mail en signant le document en PDF. Voilà les conseils qu'on peut vous donner pour faire face à cette contrainte supplémentaire. Sachant que normalement, l'année prochaine, vous ne serez plus obligé de les transmettre, ces attestations, parce qu'elles seront disponibles sur le site des droits sociaux, normalement. D'après France Travail. On Voilà. ne s'engage pas chacun son...
Est-ce que c'est tout? S'il y a d'autres questions? Alors, je passe à la dernière étape des déclarations des salariés, c'est la DSN, la déclaration sociale nominative. Donc là, chaque début de mois, vous devez nous transmettre cette DSN. On vous indique avant le 12 du mois, donc normalement, vous avez jusqu'au 14. Et quand le 14 tombe un week-end, voilà, la date est décalée au vendredi. Et au mois de juin, le 14 était le dimanche, du coup, c'est pour ça qu'on met le 12 puisque voilà, certains mois, ce sera le 12. Donc, avant le 12, vous nous envoyez votre déclaration sociale nominative. À cette étape, avant de l'envoyer, vous pouvez encore modifier vos bulletins de salaire. Pardon, j'étais un peu vite, si vous ne validez pas votre DSN, la MSA prendra en charge la validation de la DSN le mois suivant. Donc, si vous avez fait un bulletin de salaire et vous êtes rendu compte d'une erreur, vous n'avez pas le temps de le corriger tout de suite, donc du coup, vous le laissez de côté. Et le mois suivant, vous ne l'avez toujours pas corrigé. Du coup, nous, on va valider la DSN avec ce bulletin de salaire faux. Donc, si vous vous rendez compte d'une erreur, ne laissez peut-être pas le bulletin de salaire si vous n'avez pas le temps de le reprendre tout de suite. Supprimez-le pour pas qu'on valide la DSN avec ce bulletin de salaire faux qui ne pourra pas être corrigé. Donc, à ce niveau, avant d'envoyer, vous avez accès à la répartition des cotisations, donc par ouvrière, par patronale, le montant des exonérations. Vous pourrez aussi avoir le détail des cotisations par salarié. Et on met un grand point d'interrogation, attention, puisque voilà, quand vous validez, on vous demande bien de confirmer l'envoi. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, une fois envoyé, vous ne pourrez plus corriger vos bulletins de salaire. Donc, vérifiez bien les bulletins de salaire avant d'envoyer la DSN, notamment si les fins de contrat ont été déclarées. Une fois que vous envoyez votre DSN, vous pourrez télécharger un décompte de cotisation avec le montant des cotisations qui sera réglé avant le 25e jour du mois suivant la période de travail déclarée. Donc, pour payer cette facture, vous pourrez utiliser le prélèvement automatique, le règlement en ligne ou par ordre de virement. Sur notre site, on a une publication sur toutes les modalités de paiement que vous pouvez utiliser. Donc, n'hésitez pas à vous référer à notre site Internet. Est-ce que vous avez des questions pour la partie DSN? Non. Donc, je poursuis avec une spécificité, le bulletin de salaire à cheval sur 2 mois. Le bulletin de salaire à cheval sur 2 mois est possible si le contrat est inférieur à 30 jours et pour certains types de contrats, dont les contrats saisonniers et vendanges. Donc, vous pourrez toujours ne faire qu'un bulletin de salaire si votre salarié travaille, par exemple, du 24 août au 12 septembre. Par contre, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien faire un bulletin de salaire pour août et un bulletin de salaire pour septembre. Juste pour les salariés qui travailleraient sur août et septembre, vous aurez la DSN, donc ces bulletins de salaire seront dans la DSN du mois de septembre qui devra être validée avant le 14 octobre. Donc, il ne faudra pas oublier de valider votre DSN au début du mois d'octobre. Après, il y a plein de situations possibles pour ces bulletins de salaire à cheval. Donc, pareil, on a une fiche pratique qui recense plusieurs cas qui vous explique comment faire vos déclarations dans telle ou telle situation. Donc, cette fiche pratique est également disponible sur notre notre site Internet. Est-ce qu'il y a des questions sur les bulletins de salaire à cheval? Questions? Et est-ce que vous avez d'autres questions sur le TESA? Non plus. Donc, je passe aux petites infos pratiques. Pour accéder à l'ensemble des documents de vos salariés, vous pouvez sélectionner le lien document de mes salariés dans le bloc bulletin de salaire. Pour avoir accès à votre registre unique du personnel, vous allez dans le bloc autres informations. Et je vous le redis encore une fois, il faut bien modifier et supprimer les bulletins de salaire avant d'envoyer la DSN. Et pour modifier ou supprimer un bulletin de salaire, vous pouvez accéder au bulletin de salaire dans le bloc déclaration sociale nominative. Et c'est aussi ce bloc que vous utilisez pour déclarer vos salariés sans embauche si vous avez fait une DPAE mais que le salarié ne s'est jamais présenté. Pour nous contacter, si vous avez des questions vous pouvez toujours nous les poser, mais si après la réunion, vous avez encore des questions, vous pourrez nous joindre au numéro de téléphone qui s'affiche, à l'adresse mail qui s'affiche. Donc là, c'est des personnes qui traitent du TESA qui vous répondront, donc ils connaissent très bien.
Et vous avez deux sites internet, donc le site de la MSA Rhône et le site tesa.msa.fr. Et sur ce dernier site, vous avez accès à un guide pas à pas qui vous, comme son nom l'indique, qui vous dit dans toutes les étapes des déclarations. Déclaration d'embauche, déclaration de salaire, DSN. Donc voilà, avec des copies écran de toutes ces étapes. Est-ce que vous avez des questions? Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter à ce numéro-là, hein. Là, c'est vraiment les gestionnaires TESA que vous aurez au bout du fil. Au bout du fil. Donc, du coup, voilà, les spécialistes de cette partie-là, contrairement à l'autre numéro de téléphone où vous avez des conseillers qui sont forcément plus généralistes, puisqu'ils vont traiter aussi bien des questions de la santé, de la retraite ou des prestations familiales. Donc, je vous propose de passer à la suite avec ma collègue. Eh bien, allez, on enchaîne du coup avec avec un focus sur l'entraide. Allez-y, Chantal. Voilà. Petit focus sur l'entraide. Bonjour à tous. Donc, on va parler de l'entraide agricole, c'est-à-dire entre agriculteurs. Donc, cette entraide-là, elle est réalisée, comme son nom l'indique, entre agriculteurs par des échanges de services en travail ou en moyens d'exploitation, y compris donc ceux rentrant dans le prolongement de l'acte. On vous a mis l'article du Code rural. Ce qu'il faut en retenir surtout, c'est que le critère de l'entraide agricole, c'est la gratuité, la réciprocité et l'équivalence des échanges. En gros, si votre voisin exploitant vous donne la main 2 heures, vous lui devez un coup de main de 2 heures. Les agriculteurs, donc, ce sont les exploitants individuels, les membres de sociétés, les retraités ayant conservé une parcelle de subsistance, j'insiste, ceux qui ont conservé une parcelle de subsistance, et les cotisants solidaires. On exclut de l'entraide entre agriculteurs les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers qui font de la prestation de services. Pas d'interrogation. Je continue. On va boucler sur l'entraide familiale. L'entraide familiale, c'est une tolérance. Il n'y a pas de texte réglementaire qui calibre ça, puisque on serait tenté de parler de bénévolat et que le bénévolat n'existe pas dans une entreprise commerciale. Les critères à retenir, c'est que l'entraide familiale, elle est spontanée, elle est occasionnelle et elle est gratuite également. Familiale, ça veut dire pour les alliés du premier degré, c'est-à-dire les conjoints, le père, la mère, les enfants, les frères, les sœurs, attention, ne sont pas alliés du premier degré, le beau-père, la belle-sœur, les beaux-enfants, etc. Une entraide familiale, si je suis en société, une société, c'est une personne morale. Une personne morale n'a pas de famille. Donc, si elle n'a pas de famille, elle ne peut pas être bénéficiaire d'une entraide familiale. Il y a cependant 2 exceptions, les GAEC familiaux, à condition que tous les membres du GAEC soient de la même famille, et les ERL, les ERL unipersonnels, puisqu'il n'y a qu'un seul membre, donc le lien familial est étudié avec le seul membre participant de l'ERL. Des questions? Une Malvie. Oui. Monsieur Villan. Monsieur? Non, pardon. Non, c'est pas une question, il nous rejoint dans la réunion. S'il n'y a pas de question, je continue. Donc, on va boucler sur les bons réflexes en cas d'accident. On va faire un petit rappel sur vos obligations en tant qu'employeur. Donc, quand il y a un accident, il vous appartient de déclarer cet accident du travail dans un délai de 48 heures sur votre espace employeur. C'est un service en ligne. Une fois que vous avez fait cette déclaration d'accident du travail, vous devez remettre à votre salarié accidenté la feuille accident du travail qui lui évitera d'avancer les frais. Les professionnels de santé écriront sur cette feuille et nous rembourserons directement les professionnels de santé. En cas de doute sur le caractère professionnel de l'accident, vous avez la possibilité d'émettre des réserves motivées. Alors, des réserves motivées, ce sont des réserves liées à une circonstance. Par exemple, un de vos salariés se fait mal,
Vous ne pouvez pas émettre une réserve en émettant un doute sur la véracité de sa douleur. Par contre, vous pouvez émettre une réserve en disant « il me dit qu'il s'est fait mal à la fin du rang 5, mais à ce moment-là, il n'y avait personne avec lui, il était seul, je ne peux que donc reporter ce qu'il m'a dit et ne pas constater moi-même l'accident. » Vous déclarez ce que vous disent vos salariés comme accident du travail. Je me suis fait mal, je me suis tordu la cheville, je me suis coupé. C'est nous, MSA, qui allons juger du caractère professionnel, c'est-à-dire qui allons qualifier l'accident d'accident du travail ou non, ça ne vous appartient pas. Ça, c'est notre responsabilité, ça n'est pas la vôtre. La vôtre, c'est bien de déclarer quelque chose qui vous aurait été rapporté. Est-ce que vous avez des questions? Non? Eh bien, je passe la main à ma collègue Estelle. Allez, on enchaîne avec la prévention des risques professionnels. Oui, bonjour à tous. Donc, Estelle Laibungut, conseillère en prévention des risques. Donc, moi, je vais vous faire un petit focus sur différents points sur la prévention des risques dans l'entreprise. Donc, le premier point, c'est par rapport à alcool et drogue, quoi faire? Donc, un petit peu Oui, rappel sur ce que dit la on loi. n'entend pas. Vous entendez? Alors, nous, oui. Oui? Nous, Oui. on entend. Oui, on C'est tout entend. bon, ouais? Ouais, bon. Du coup, voilà, donc pendant les heures de travail, donc tout moment de convivialité qui inclut de l'alcool est organisé sur le lieu de travail, ça doit rester occasionnel, validé par l'employeur et il faut que ce soit notifié dans le règlement intérieur ou dans la note de service. Donc attention aux exploitations, voilà, si vous n'avez pas de règlement intérieur, de bien rédiger une note de service. Enfin, c'est plus simple, mais il faut bien que ce soit notifié. Interdit de laisser entrer ou séjourner dans ces lieux de travail des personnes en état d'ivresse. Et en cas d'accident causé par un salarié en état d'ivresse, les responsabilités civiles et pénales de vous en tant qu'employeur peuvent être engagées. Voilà, d'accord. Donc là, c'est vraiment important de bien le notifier. Pour prévenir ces risques, vraiment, on vous conseille vraiment en début de saison de faire un point avec vos salariés, les saisonniers qui arrivent, et de le notifier dans ce que je vous ai dit dans le règlement intérieur ou la note de service. Mais faites bien un point en début de réunion sur ce point-là et d'autres, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour voilà, l'attestation employeur, etc. Il y a différents points qui sont importants à bien mettre au clair dès le départ. Par contre, si vous hébergez les employeurs chez vous, là, par contre, vous ne pouvez pas interdire aux vendangeurs de consommer de l'alcool en dehors des heures de travail, puisque là, par contre, c'est le cadre de la vie privée. Par contre, vous êtes en droit, il faut vous assurer que les personnes peuvent aller travailler le lendemain matin et qu'elles ne soient pas en état d'ébriété. Vous êtes en droit de leur dire, bah non, là aujourd'hui, tu ne peux pas bosser, ça ne va pas, en fonction de son état, évidemment. Et justement, comment reconnaître si un salarié voilà, en état d'ébriété ou avec de l'alcool? Du coup, voilà, s'il est en état d'ébriété, souvent la démarche est instable, les pensées sont confuses, paroles hésitantes, des gestes non contrôlés, non coordonnés et associés à des vomissements. Sous l'emprise du cannabis, gonflement des vaisseaux sanguins, donc la personne a les yeux rouges, pupilles dilatées, somnolence, état apathique, absence de motivation, changement soudain d'humeur et de personnalité. Donc ça peut être, il y a différents symptômes, etc. Mais souvent ça qu'on rencontre le plus souvent. Vous, ce qu'il faut faire vraiment, si vous constatez qu'une personne est dans un de ces états, il faut déjà l'éloigner du poste de travail. Si c'est un conducteur d'engin, bah surtout pas la laisser prendre le volant, la placer dans une salle de repos ou dans un endroit isolé. Et si c'est possible, raccompagner le salarié chez lui ou trouver quelqu'un pour le raccompagner. Ne le laissez pas partir seul, ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler. Ne le laissez pas partir seul et vous, voilà, attention quand on dit raccompagner le salarié chez lui. Voilà, s'il est vraiment pas bien, en tant que pour votre responsabilité, vous n'êtes pas assuré transport sanitaire. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. S'il y a un souci de violence, n'hésitez pas voilà, à appeler le 17. Et si la personne est vraiment, vraiment pas bien, inconscient ou presque, dès là, n'hésitez pas, faites le 18 ou le 112. Donc là, les numéros d'urgence pour pouvoir intervenir sur la personne. Comment dépister voilà, s'il y a un état d'ébriété ou d'emprise de drogue donc au niveau de votre structure? Au niveau de l'alcool, les modalités du contrôle et sa contestation.
comme je l'ai dit auparavant, doivent être au préalable définis dans le règlement intérieur de note de service. Vous ne pouvez pas voilà, soumettre un test d'alcoolémie à une personne si ce n'est pas noté vraiment dans le règlement intérieur. S'il y a un doute et que vous voulez faire un test d'alcoolémie, vous avez le droit, pendant les heures de travail, bien sûr, avec une personne ou un organisme désigné, d'accord? Et il faut toujours qu'il y ait un témoin. N'allez pas, vous, en tant qu'employeur, ou une personne, voilà, ou votre représentant, seul avec la personne. Des fois, voilà, il peut y avoir ambiguïté, donc vraiment, allez-y toujours au moins avec une personne témoin. Et par contre, au niveau toujours de la réglementation, si le travailleur refuse de se soumettre au contrôle, ou alors si le test est positif, ça constitue une faute voilà, qui peut justifier une sanction. Donc la sanction, c'est à vous de voir, bien sûr. Hein. On ne va pas vous dire ce que vous devez faire, mais ça peut être un avertissement, un blâme ou un licenciement. Ça, c'est à vous de voir voilà, par rapport à tout ça. Donc voilà, par rapport à l'alcool. Et au niveau des drogues, bah, il n'y a pas de possibilité de contrôle par l'employeur aujourd'hui. S'il y a une suspicion, il faut informer le service de médecine du travail. Et après, si celui-ci le juge utile, il y a un dépistage qui est réalisé et il vous informe uniquement de l'aptitude ou de l'inaptitude du salarié à son poste de travail. Ben voilà, monsieur Tartampion, il peut continuer à travailler ou pas. Et après, si le travailleur est pris en flagrant délit de consommation, si vous le voyez faire, voilà, c'est pareil, c'est une faute qui peut justifier une sanction. Donc à vous de voir, bien sûr. Mais... Alors, je sais que c'est des sujets, c'est un petit peu délicat, c'est pas toujours facile, voilà, avec des saisonniers vendangeurs, hein, c'est pas toujours évident. Voilà, à vous de voir et de bien mettre les choses au clair. On n'est pas là pour dire il faut pas du tout boire d'alcool, hein, c'est pas le sujet, mais vraiment attention aux quantités principalement. Voilà. Si vous avez des questions sur ce sujet alcool, drogue, vous retrouverez, pour compléter mon intervention là-dessus, vous retrouverez vraiment un document drogue et alcool employeur que faire sur le site internet de la MSA, sur la partie pré-vendange. Vous avez vraiment tout un document là-dessus qui précise voilà, ce qu'il faut que vous fassiez en cas de souci. C'est tout bon? On va passer à l'autre sujet, donc forte chaleur, hein, c'est d'actualité, les bonnes pratiques à adopter, qu'est-ce qu'il faut voilà, faire ou ne pas faire. Donc déjà, prévenir les risques et protéger les salariés, hein, c'est vraiment le plus important. Donc il y a un décret de l'année dernière, hein, du 27 mai 2025, qui est rentré en vigueur au mois de juillet, qui met vraiment les mesures à prendre par l'employeur lors des épisodes de chaleur intense. Donc là, vraiment, c'est un point que vous devez ajouter dans votre document unique d'évaluation des risques. On en reparlera tout à l'heure de ce petit document. Vraiment, épisode de chaleur intense, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Vous avez, pareil, le document sur le site Internet. Et là, on vous a remis un petit peu le document, le site Internet, enfin le lien, pardon, de l'ANACT. Donc, dans les mesures principales, il faut déjà adapter l'organisation du travail. Quand c'est possible, quand ils annoncent vraiment une journée chaude, essayez de commencer un peu plus tôt, de faire peut-être un peu plus de pauses, des repos, etc. Mettre à disposition de l'eau potable fraîche, bien apporter de l'eau fraîche aux salariés. Vous voyez, c'est marqué au moins 3 litres par personne et par jour. Modifier l'aménagement des lieux et postes de travail dans la mesure du possible. Donc dans les vignes, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, si vous logez les personnes ou le repas le midi, essayez que ce soit dans un endroit frais. Mettre en œuvre des moyens techniques, voilà, par soleil, ventilateur dans les engins dans lesquels voilà, les voitures, etc., vous emmenez les saisonniers sur les parcelles. Fournir des équipements de protection individuelle. Assurez-vous bien, comme tout équipement de protection individuelle, vous êtes employeur. Voilà, vous devez fournir les équipements de protection, donc qu'il y ait une casquette, un chapeau, que les personnes ne travaillent pas torse nu, etc. Voilà. Et informer les travailleurs sur les risques et la conduite à tenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire voilà, quand une personne ne va pas très bien, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Donc là, ça fait partie des informations à donner au début de la saison. Donc là, par rapport à ça, les signes d'alerte. Donc là, c'est quand quelqu'un commence à se plaindre de maux de tête. Il y a des crampes, il y a des nausées. Donc là, c'est les 3 signes principaux, hein, on est bien d'accord. Donc là, il peut s'agir d'un début de coup de chaleur. Donc là, il ne faut pas trop attendre, il faut vite mettre la personne au repos. Quand c'est vraiment important, vous appelez le 112, donc le numéro d'urgence, le numéro d'urgence européenne. Il faut essayer de mettre la personne à l'ombre, le plus près possible de son lieu de travail. Essayer de faire une ventilation pour que, voilà, vraiment essayer d'aérer le plus possible. Arroser la personne d'eau fraîche pour faire baisser sa température.
et essayez de lui donner de l'eau fraîche à boire en petite quantité, évidemment, si la personne est consciente. Après, si la personne est inconsciente, voilà, il y a d'autres procédures, mais là, si la personne est consciente, vous lui parlez, vous l'arrosez, et vous la mettez bien à l'ombre. Donc là, c'est vraiment les premiers gestes d'urgence à faire quand vous avez quelqu'un qui n'est pas bien par rapport au porte-chaleur. Mais vraiment, on insiste beaucoup sur voilà, si vous pouvez commencer plus tôt le matin, et puis vraiment voilà, d'avoir un petit peu de l'eau fraîche pour vraiment que les personnes, elles boivent de l'eau. Des questions par rapport à ces fortes chaleurs? C'est vrai que on insiste pas mal là-dessus parce qu'il y a pas mal de malaise. Surtout, voilà, les parcelles, où il n'y a pas souvent des grands arbres au milieu des parcelles de vigne, ce qui est normal. Sinon, c'est pas très efficace. Pas de questions. J'enchaîne, donc petit point sur les engins agricoles pendant les vendanges. Donc là, les engins agricoles, donc il y a 3 types de risques qu'on va aborder. Donc la montée-descente, voilà, des remorques, le transport des vendangeurs et la coactivité. Donc au niveau des transports des vendangeurs, donc important de les transporter dans des engins qui sont homologués, qui sont aux normes. Donc il faut que ce soit fermé sur les 4 côtés, équipé d'un moyen d'accès. 8 passagers maximum. Après, si vous avez un engin, un minibus, voilà, c'est pareil, c'est 8. Hein. Sinon, après, c'est poids lourd, etc. Ce n'est pas du tout les mêmes permis. Et les sièges, voilà, doivent être fixes et aménagés. Il ne faut pas que ce soit, vous mettez les personnes dans une bétaillère ou autre, ça ne fonctionne pas. Ensuite, vous avez la coactivité des vendangeurs et des engins. Donc là, attention de dire, quand il y a un engin qui arrive, qui a la priorité? Attendre que les autres personnes soient éloignées avant d'intervenir. Dites bien, voilà, toi, tu es à pied, c'est toi qui t'arrêtes, tu as plus facile que la personne qui est au volant de son engin, quel que soit l'engin. Hein. Et identifier, informer sur les zones de manœuvre et les zones de sécurité des vendangeurs. Voilà, où on va, quand on est en bout de ligne et puis que la remorque, elle doit faire le tour, il faut qu'il y ait de la place, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit là au milieu. Quoi. Donc ça, faites bien le point. Et pareil, montée, descente des remorques, sécuriser l'accès au bac de vendange, stabiliser les moyens d'accès, il faut que la remorque elle soit bien stable. Fixer au bac ou à la remorque. Hein, on voit bien sur le schéma du bas, là, en bas à gauche de la diapo. Et poser des systèmes d'appui stable pour le déversement de la haute ou des seaux, pas des eaux, pardon, j'ai oublié un S. Voilà, si c'est des seaux en fonction de comment vous fonctionnez avec des hottes ou avec des seaux, voilà, il faut que ce soit bien stable et que la personne puisse verser facilement et en sécurité la vendange dans la remorque. On propose, pour aller un petit peu plus loin, il y a différentes choses. Donc là, une application qui a été mise en place par voilà, différentes structures, la sécurité routière et la MSA de Gironde. Donc voilà, où il y a pas mal de vendanges et d'engins agricoles également. Donc du coup, là, voilà, ça s'appelle VerifTech Agri. Ça permet pour vous de faire un autodiagnostic avant de prendre la route, de checker un petit peu les différents points à regarder. C'est assez pratique. Voilà. Donc là, vous pourrez y mettre un VerifTech Agri. Là, vous avez le QR code, mais sinon, en tapant VerifTech Agri, ça permet de voir un petit peu tout ça. Et vous avez, voilà, en physique, on avait des banderoles de 3 mètres, donc des bâches en fait, zone de vendange, attention au tracteur, selon où vous êtes situé, en fonction des routes, voilà, des petites routes, des grandes routes, enfin, de toute façon, il y a des engins agricoles. Donc, on a mis en place, on vous propose ces bâches, ces banderoles pour mettre autour de vos parcelles. Donc là, si vous êtes intéressé, il faudra venir vers nous, il ne faudra pas hésiter, parce qu'on en a encore, hein, après les différentes réunions qu'on a fait dans l'Ain et dans le Rhône, il nous reste des banderoles. Donc si vous voulez, voilà, on pourra s'organiser, soit venir, voilà, mes collègues ou moi, ou alors dans les antennes, en mettre dans les antennes à Lima ou, voilà, ou à Belay, enfin, on pourra s'organiser si ça vous intéresse. On peut vous en mettre à disposition. Faites-le nous savoir et on pourra vous en mettre à disposition. Il n'y a pas de souci, on en a. Il nous en reste. Des questions sur la circulation des engins? Donc pareil, petit focus sur la trousse de premier secours. Donc là, c'est important que vous ayez une trousse de premier secours au niveau de l'entreprise. Donc sur place dans l'entreprise et également selon les différentes parcelles. Si vous avez 3 équipes dans 3 parcelles différentes, eh bien, il faut avoir 3 trousses de premier secours dans les engins. Hein. Pas une par personne évidemment, mais vraiment, il faut en avoir. Bien l'emplacement et le contenu communiqué aux saisonniers, toujours en début de... Hein, je me répète, mais
en début de saison, vous expliquez, ben voilà, il y a une trousse de secours, le contenu est mis à jour, regardez, voilà, s'il y en a qui a pris un pansement, qui a mis quelque chose, et expliquez-le bien en disant, voilà, ben, s'il y a de la bobologie, entre guillemets, ben, vous vous désinfectez, vous faites ce qu'il faut. Et surtout, j'insiste beaucoup sur la communication. C'est-à-dire, si une personne se fait mal, ma collègue Chantal vous a parlé voilà, de déclaration d'accident du travail. Si une personne, voilà, s'il y a un arrêt, si la personne a quelque chose voilà, d'important. Mais on est bien d'accord que si la personne voilà, se griffe ou on ne va pas déclarer à chaque fois, on est bien, soyons terre à terre. Mais par contre, c'est important qu'elle vous le signale. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, une personne qui va se faire une coupure avec les vendangettes, ça vous en aurez forcément hein, parmi les saisonniers. Mais il y a coupure et coupure. Donc, c'est une petite coupure, ben voilà, elle se désinfecte et tout. Mais qu'elle vous le dise. Parce que 9 fois sur 10, ben voilà, le lendemain, il n'y aura plus rien. Mais si elle revient le lendemain matin en disant je ne peux pas bosser parce qu'en fait, j'ai un panari comme ça, puis ça s'est tout infecté, là, vous allez faire une déclaration d'accident du travail, mais qui va prouver que ça s'est fait sur votre lieu de travail. Donc, vous voyez, important de bien dire aux personnes de vous le signaler. Dire, ben voilà, je me suis fait mal ou j'ai mis le pied dans un trou, je me suis tordu la cheville. Bon, ben voilà, je me suis tordu la cheville. Des fois, on a tous un petit moment, on se tord un peu la cheville, c'est rien. Mais si c'est plus grave, au moins, vous savez que ça s'est fait sur votre exploitation et à ce moment-là, vous pourrez déclarer un accident du travail. Mais c'est bien, j'insiste beaucoup là-dessus, hein, parce que souvent, les personnes disent, ouais, ben moi, je veux rien dire. Voilà. Donc, il faut bien communiquer là-dessus. Information, donc voilà, document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, on a mis à jour un petit peu ce document unique d'évaluation des risques. Donc, document, puisque voilà, vous êtes là à nous écouter, donc vous avez des saisonniers vendangeurs et peut-être certains ont des salariés permanents. Donc, vous devez avoir ce document unique d'évaluation des risques. Ce document, vous l'avez sur le site internet, toujours au même endroit. Vous avez ce document à jour et si vous avez besoin d'aide, les conseillères en prévention des risques, donc vous allez avoir les coordonnées juste après, sont là pour vous aider. Hein, on peut venir vous aider à le mettre en place. Les grandes lignes, évidemment, c'est vous qui le mettez en place, hein, c'est votre responsabilité, c'est obligatoire, mais on peut vous aider à le mettre en place. On a également livret d'accueil spécial vendangeur. Ça, c'est un petit peu comme les bâches que je vous ai dit précédemment par rapport au risque de la circulation. On a pas mal, on en a plein. Si vous avez 10 vendangeurs, on peut vous donner 10 petits livrets. C'est des petits livrets d'accueil faciles. Il y a beaucoup de dessins. Il n'y a pas beaucoup de texte. Voilà, parce qu'il y a des personnes, des fois, c'est pas évident la lecture. Donc ça, on peut vous en donner. Ça rejoint un petit peu mon document de droite, livret d'accueil pour les saisonniers. Prendre soin de sa santé pour mieux travailler. Donc ça, c'est un document pareil d'accueil qui a été fait et on l'a en plein de langues, puisqu'on s'est rendu compte que des fois, on a des saisonniers non francophones. Et du coup, pour la communication, c'est pas toujours évident. Il y en a qui parlent bien anglais, mais pas tout le monde. Et voilà, c'est autant pour les saisonniers que pour les exploitants. Donc là, n'hésitez pas, on a vraiment, on a beaucoup de langues, hein, de l'arabe, du roumain, du polonais, etc. Donc si vous avez besoin, ça peut vous aider pour la communication. On peut vous les envoyer par mail. Là, faut nous envoyer un message et on vous les envoie. Il n'y a pas de souci. Et différentes informations, toujours le site ssa.msa.fr. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais là où on a beaucoup d'informations sur la santé sécurité au travail. Voilà. Là, c'est quelques petites informations. Vous retrouverez, hein, je me répète, ces informations sur le site internet. Des formations que le service santé sécurité au travail met en place, organise. Il y a des formations managées par le travail réel en fonction du nombre de salariés que vous avez. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Voilà, vous connaissez votre travail, la technique, vous la maîtrisez. Mais des fois, la partie ressources humaines, ce n'est pas toujours évident. Vous n'avez pas été formé pour ça. Donc, on peut vous aider, voilà, comment la communication, etc., le pilotage. Vous voyez mon petit dessin de droite. On peut vous aider. Parcours projet d'investissement, si vous avez un projet pour réaménager votre bâtiment, pour réaménager votre chai, on peut vous aider pour tout ce qui est, voilà, comment la vendange, par où elle rentre, par où elle sort, après les cuves, les bouteilles vides, les bouteilles pleines, le circuit de commercialisation, etc. On est là pour vous expliquer, travailler un petit peu sur des plans, des maquettes, pour vous aider dans le travail vraiment réel. Et on organise dans l'Ain et dans le Rhône des formations affilage des lames de sécateur. Donc là, je dis bien affilage et pas affûtage.
Voilà comment un petit peu avoir une lame qui coupe bien et éviter les troubles musculo-squelettiques au niveau des membres supérieurs. Donc, différentes dates que vous trouverez également sur le site. Voilà, donc pour la partie, tout ce qui est partie santé, sécurité au travail, voilà, donc il y a le numéro du service. Et après, donc les conseillers en prévention, donc il y a mes collègues Hélène Props et Maëlle Kanda, donc dans le Rhône, qui s'occupent de la filière viticulture. Et moi-même, donc Estelle, je m'occupe de la filière dans l'Ain. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions à nous contacter directement ou avec voilà. S'il y a des questions. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie santé, sécurité au travail? Écoutez, merci de votre attention.